29 octobre 2024 à Yaoundé au Cameroun. Mesdames, Messieurs, bonjour et surtout merci d'être encore en direct sur Info TV dans le cadre justement de son programme Espace Miné. C'est une matinée pluvieuse dans la ville de Yaoundé, une pluie qui a débuté autour de 5h30 mais qui est en train de s'achever progressivement. De toutes les façons, nous sommes mardi, je l'ai dit, c'est mardi entrepreneuriat. On prend toujours un thème qui a trait à l'entrepreneuriat dans le cadre de cette production. Ce matin, nous avons voulu évoquer un phénomène qui existe depuis de très longues années, mais qui a pris de l'ampleur dans bon nombre d'entreprises. Ce matin, nous allons parler du harcèlement en entreprise. Quel est le regard que vous posez sur le harcèlement en entreprise? Le phénomène est-il de nature à créer tout simplement des résultats ou alors tout simplement le contraire? Toujours dans le cadre de ce programme, on accueillera avec votre concours la très étincelante Claudia pour la quintessence de l'information parue en kiosque au Cameroun. On marquera également un arrêt pour votre dénonciation. Nous émettons au canal 8 mais également au canal 317 sur Canal Plus International. Votre fidélité continuera à nous honorer. Ibrahim Julien, bonjour. Bonjour Papa, ici, merci encore d'être là ce matin. Bonjour à tous ceux qui nous suivent de par le monde entier. Et surtout un bonjour spécial à ma maman chérie, Madame Dundanga Monique, qui est du côté de cinéma, que je salue avec toute ma considération. C'est ma plus grande followers. Ah bon? Ça, c'est ah, d'accord. Elle a tellement parlé d'espace miné au point même au village, le grand point met la connexion internet, il se met à suivre l'espace miné avec la famille. Donc je salue tous les fans clubs d'espace miné depuis Berthois. Vous dites que votre maman s'appelle comment? Dundanga Monique. Ah, elle est fière de toi. Ah, elle est très heureuse. Elle est très heureuse, c'est normal. Hein? Vous savez, quand vous avez fait un enfant qui est double ingénieur et qui passe à la télé et qui brille d'intelligence, une maman ne peut être que comblée. Entre-temps, quand vous êtes aussi une maman, vous avez votre fils qui est champion dans la consommation du banga. Une maman ne peut être que malheureuse. C'est ça. Chaque chose ne pourra exister que par rapport à son contraire. Ibrahim est chef d'entreprise, mais également expert en entrepreneuriat. Il est invité permanent maintenant dans ce programme tous les mardis pour parler justement de l'entrepreneuriat. En face d'Ibrahim, on va accueillir une jeune dame. Il s'agit de Kevin Kenye Fotio. Bonjour Kevin. Bonjour, monsieur Pafa ici. Comment vous allez? Je vais très bien. Et vous? Ça se voit que ça commence à aller. Hein. D'accord. J'étais très malade, mais comme un soldat, je n'abandonne jamais dans un champ de bataille. C'est très important. J'ai pris ma dernière perfusion hier. Ma dernière Bon perfusion rétablissement hier. à vous. Merci beaucoup. Hein. Je vous en prie. Il y a un vilain paleux qui a voulu avoir raison de moi. Mais comme un bantou, j'ai dit non. Maintenant, j'ai fini avec les remèdes des blancs. Je vais maintenant chercher les écorces. C'est ça. C'est très Voir les important. On écorces. n'oublie pas la tradition. Moi, je suis un traditionnaliste. Voilà. Moi, je mâche les écorces, les herbes et tout ça, je les broute comme une chèvre. Alors, la directrice marketing, c'est Kevin Kenye Fotio. Elle travaille pour ANG Group. Alors, quand on parle de marketing, avez-vous l'impression qu'au Cameroun, les entreprises ont finalement compris l'importance et surtout l'apport du marketing? Je pense que oui. Je pense que oui, parce que au jour d'aujourd'hui, il y a plus de croissance dans le marketing. Oui. Donc, on essaye déjà de pouvoir faire un pas de plus pour essayer de satisfaire la clientèle. Ça se voit à travers beaucoup de structures qu'on met déjà sur pied. Donc, c'est un peu ça. Donc, ça marche. Merci d'être là ce matin. En face de vous, nous allons accueillir Joseph Zambo, expert en entrepreneuriat, mais chef d'entreprise aussi. Bonjour Joseph. Bonjour Papa ici et bonjour nombreux téléspectateurs qui nous suivent ce matin. Comment vous allez? Je vais très bien. On continue de bousculer. Il faut toujours bousculer. Hein. Ah, c'est important. Sinon, avec toujours l'espoir que les lendemains seront meilleurs. Obligé, sinon on va manger quoi? Il y a
une vieille sagesse chez nous les Bantous, hein, qui dit celui qui fera montre de paresse mangera le plantain. Pas de sauce. Et on entend dire quoi. Non, Donc, faut que tu manges du plantain avec la sauce accompagnée d'une bonne viande boucanée, comme j'en ai mangé ce matin. Il faut travailler dur. J'espère que c'était la viande qui vient de Madame Niemek. Bien entendu. Comment tu as su? C'était la viande de bœuf, viande boucanée, dans le gombo avec du couscous. Wow. C'était très bon. Et Bon ma envie, petite là. fille Pétula m'a souhaité bon appétit. En face de Joseph Zambo, le consultant planétaire, est en poste. Il est le digne fils de Boumiebel, descendant de Oumiobe. Et Pierre Blérung, bonjour. Bonjour, parfait ici. Merci de m'associer à ce panel plein d'entrepreneurs. Merci de me souhaiter la bienvenue. Je demande comment on fait pour manger du couscous le matin Lorsqu'il fait froid, à 8 heures. Mais attendez, moi je suis un bantou. C'est du blindage. Moi le matin je ne prends pas du café. Je ne prends pas les choses, des blancs, le lait, un peu de fromage, c'est le beurre. Moi je mange du couscous C'est du blindage. avec la sauce gombo, avec la viande boucanée. Ok, bon appétit. à Ça vous. fait que il y a de la force sur Espace Mini. Vous savez, nous avons souvent la pression de nos fidèles téléspectateurs et aujourd'hui, j'aimerais souhaiter un joyeux anniversaire à une téléspectatrice, Nadège Mbong, épouse Ndie du côté de Ngousso, qui fête 1 an de plus aujourd'hui. Je suis de ceux qui partagent son bonheur avec elle en ce jour. Son mari est un fidèle, un accro de Espace Mini. Merci. Blériot, nous vous suggérons de garder le microphone cette fois-ci pour nous donner la sagesse du jour. Alors, vous m'accordez une seconde. Naturellement. Ce n'est pas toujours évident. Alors, la sagesse de ce jour dit ceci. Tout homme est une histoire non duplicable. Soyez donc entièrement vous-même. On peut reprendre. Tout homme est une histoire non duplicable. Soyez donc entièrement vous-même. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut refuser, il faut éviter de singer les autres. Chacun a un itinéraire qu'il suit, qui est son itinéraire, qui peut connaître des ajouts, des modifications, mais chacun est une histoire précise. Haïti, c'est Haïti, avec l'histoire d'Haïti. Tout à fait. Et Blériot, c'est Blériot. C'est vrai qu'il y en a qui disent souvent parfait Blériot, Blériot parfait. Mais en fait, pour dire que vous ne devez pas jouer à être quelqu'un d'autre de peur de vous perdre dans votre propre histoire. Tout à fait. Il faut être soi-même. Ouais. Nous faisons un effort d'être Nous-mêmes. nous-mêmes. Hein. Voilà pourquoi nous disons toujours ce que nous faisons. Il y a une race d'individus, surtout lorsqu'elle parle déjà en public, cette race-là, elle veut donner l'impression de ce qu'elle n'est pas. Oui, mais Elle c'est veut aussi donner parce que l'impression de ce qu'elle n'est pas. c'est aussi parce que nous vivons une époque où les gens aiment le paraître, les à fait. illusions. De sorte que j'ai souvent vu des jeunes gens embarquer des vraies femmes Ouais, dans les illusions. ouais. C'est-à-dire que quand quelqu'un a un Puisque téléphone, les femmes Oui, oui. aiment rêver, quand tu as un aiment téléphone rêvasser. d'1,5 million, il y a des téléphones là maintenant. Quand tu peux acheter ça, on te filme. Tout à fait. On te montre. Les quoi? Les iPhone Pro Max 16, 16, 17, ils ont des Bon, appellations elle peut nous bizarres. aider. Donc, quand tu as ça, c'est que tu as réussi ta vie. Et plusieurs femmes ont perdu beaucoup de choses dans leur vie parce qu'elles voulaient obtenir les téléphones Pro Max 19, 16. Bon, elles n'ont pas perdu, elles ont subi beaucoup de choses. Tu Parce voulais que dire beaucoup de fous. pour retirer un téléphone pour Max 16, ce n'est pas souvent facile. Merci Blériot pour vos éternelles sagesses matinales. Hein. À tout de suite pour la suite.
Claudia Ancha, bonjour. Bonjour, Parfait ici. Bonjour à tous les téléspectateurs d'Espace Miné qui nous regardent ce matin. C'est un plaisir d'être là. Vous nous rappelez les filles qui sont dans l'armée russe. Ah bon? C'est tout genre de chapeau qu'elles portent? Les filles de Poutine. Comment tu as passé la nuit, Claudia? Plutôt bien. La nuit était plutôt bien. C'est vrai que le réveil ce matin, bon, avec la pluie, ça n'a pas été facile, mais bon. Comment vous avez qualifié cette pluie? D'autres donnent des qualificatifs aux pluies. Hein? Comme par exemple? Une pluie reposante. Une pluie... Moi, je dirais une pluie torrentielle. Ça n'a pas été facile pour nous de sortir. Une pluie torrentielle. Le matin, très très abondante. Une pluie ravissante. Ravissante, la pluie, comme quoi? La pluie peut être ravissante. Ça alors, ok, je ne savais pas. D'accord. Claudia? Oui, parfait. Que disent les journaux? Parfait, ici, ce mardi, nous ouvrons la seconde partie de la revue de presse avec le quotidien Info Matin. Dieudonné Ven nous amène du côté de Bamenda 2. Les séparatistes kidnappent et assassinent l'adjoint au maire. Et voici ce qui s'est passé. Selon le préfet Simon-Émile Mo, Frida Joko a d'abord été enlevée dans son domicile Savannah Street le 26 octobre 2024 en début d'après-midi. Son corps sera retrouvé au petit matin sans vie au quartier Tiobo à Bamenda, chef-lieu de la région du Nord-Ouest. L'information dont à retrouver dans ce journal paru en kiosque ce mardi. Le quotidien Mutation s'intéresse à cette actualité au bas de une de son journal. La page 5 nous informe qu'une élue du RDPC a été assassinée à Bamenda 2. Georges Alain Bouyomo fait de la population sa grande une. On repart du recensement en page 9. Droits de l'homme au Cameroun, le Messager présente le visage hideux du régime en page 8. Il était une fois le 29 octobre 1959, la nouvelle expression nous plonge dans les souvenirs d'un discours prophétique pour le Cameroun. La page 5 et 7 raconte l'histoire. Le journal La Capitaux Public Cameroun Tribune parle ce matin du financement du terrorisme et blanchissement des capitaux, risque de manipulation dans la société civile, apprend-on. Parlons éducation avec le quotidien Le Jour. Ahmed Mana nous fait savoir ce mardi que l'école est sans livres. Pourquoi les manuels scolaires restent-ils absents dans les salles de classe? La grande interrogation de ce mardi. Le journal Alternance est en kiosque ce jour. Le tabloïd s'intéresse au Conseil national des chargeurs du Cameroun. Ombre et lumière autour des 29 milliards de francs CFA. La page 4 nous renseigne davantage. Réalité Plus s'intéresse à la production. Le ministre de l'Agriculture Gabriel Bayrobé s'exprime ce matin. Le riz de Sanchou va aider à accroître la production au Cameroun. Capital Info nous donne quelques informations de la cité capitale. Institut de sciences de la santé Saint-Christophe de Kouaban, la garantie d'un emploi en fin de formation. Je clôture ma tournée en kiosque ce matin avec l'activateur. Le tabloïd nous amène dans la commune de Fou. Silence, ça travaille. Merci Claudia pour toutes ces informations fraîches parues donc en kiosque au Cameroun. Il ne me reste qu'à te souhaiter une excellente journée. Bonne journée à vous également, surtout bonne suite d'émission. À demain 10h. À demain 10h. N'oublie jamais le conseil. Tout ce qui brille n'est pas or, petite Claudia, reste prudente. Merci beaucoup, Blériot, Ibrahim, Joseph, Kevin. Il faut dire que depuis pratiquement 2 à 3 jours, un événement triste s'est encore déroulé du côté du nord-ouest du Cameroun, plus précisément à Bamenda. Info Matin quotidien du très grand frère Dieudonné Ven en parle à sa grande une parution de ce jour. Des séparatistes ont enlevé et ont tué la deuxième adjointe au maire de Bamenda pour des raisons élégantes. Je ne dirais pas comment ces séparatistes ont tué cette femme, Madame le maire, et ils sont revenus la rejeter hier matin en plein cœur de Bamenda. Je passe d'abord la parole à Pierre Blériot-Guémec pour dire que l'émotion est à son comble. Oui, mais parfait, on croyait que cette sale affaire que d'aucuns refusent d'appeler guerre, je ne sais pas s'il faut qu'on brûle tout le nord-ouest et le sud-ouest pour que les gens admettent que c'est la guerre. C'est ça la guerre. Cette sale guerre, on croyait qu'elle s'était apaisée.
Dans les débuts, on avait ce genre de kidnapping et d'assassinat odieux. Ça reprend de plus belle. C'est la terreur de ce côté-là. Un message quand même à ceux que vous appelez les terroristes, les ambazoniens. Je crois que ça commence à bien faire, non? Je ne peux plus mettre en relief les revendications de départ avec ce genre de sauvagerie. Il n'y a aucun lien. Nous sommes tombés là maintenant dans du banditisme de grand chemin, dans du terrorisme. C'est-à-dire que les gens profitent d'une situation trouble pour terroriser les populations, pour imposer leur volonté. Il est tout à fait normal que certains revendiquent certaines choses, mais vous n'allez pas caporaliser tout le peuple. Il ne faut pas que on rentre dans la logique de la pensée unique, de la pensée uniformisée. Je n'ai rien à demander au gouvernement dans ce sens-là, parce que ce que j'avais à demander au gouvernement, je l'avais fait, c'était de contribuer à faire cesser cette guerre. Et pas à saupoudrer, à faire des choses, pas dans le sens de montrer qu'on a peur des terroristes. Les terroristes, on n'a pas peur d'eux. L'armée camerounaise est suffisamment outillée, elle est bien plus forte. Encore qu'on ne lui permet même pas de travailler, de traquer suffisamment les terroristes. Parce qu'il faut distinguer les populations du Nozo des terroristes qui sont rentrés dans la logique de destruction de toute une zone. Mais le gouvernement doit mettre en œuvre toutes les stratégies pour que la paix revienne dans le nord-ouest et le sud-ouest. C'est beaucoup trop. Ça, c'est des personnalités dont la figure est connue. Voilà pourquoi on en parle. Voilà pourquoi on en parle. Mais au quotidien, on assassine les gens là-bas. Et de la manière la plus sauvage. Je ne veux pas vous rappeler ici l'assassinat de cette dame journaliste. Je ne veux pas de cette gardienne de prison. Ayafor. Voilà. Qui avait été... Bon, vous voyez un peu tout ça. On est là dans la barbarie. Vous voyez à quel point les hommes peuvent perdre toute humanité. Quelle est la logique qu'il y a à assassiner ses propres frères parce qu'on revendique quelque chose qui pourrait être bien pour nous? À ces prétendus ambazoniens, qu'est-ce que vous gagnerez à la fin, même entre vous là-bas? Vous pensez que même quand la personne... Est-ce qu'à un moment donné, parce que ça devait être mon interrogation, Pierre Blériot, gardez le microphone, est-ce qu'à un moment donné, le pardon ne va pas être compliqué dans ce pays et surtout dans cette partie du Cameroun? Parce que, voyez-vous, ceux qui se disent ambazoniens là, ils assassinent leurs frères et leurs sœurs. Les familles se connaissent. Même lorsque la paix serait revenue, je sais que les gens qui passent là, c'est eux qui avaient assassiné ma mère. Est-ce que ce sera facile de laisser cette affaire? Non, parfait. Vous savez pourquoi l'État devrait faire mieux que ce qu'il fait? Allez-y. Si l'État du Cameroun réussissait à pacifier le Nozo, la justice va faire son travail dans le Nozo. Quand les terroristes ne se trompent pas, ça ne va pas passer entre perte et profit. Non. Ça ne passera pas entre perte et profit. Vous qui tuez les gens, quand la paix sera revenue, vous répondrez des... Ça n'a rien à voir avec la paix. La paix va revenir en général entre les deux parties. Mais ces questions-là, parce que ce que vous voyez, les crimes de guerre, comment on les gère? Ah, la guerre est finie. Les pays ont fait la paix. Les procès s'ouvrent. C'est Niamey qui avait assassiné les membres de la famille d'Ibrahim. Ça, ce n'est pas l'État qui dit que c'est passé entre perte et profit. La famille d'Ibrahim porte plainte à Niamey. Intuité personne. Niamey va répondre de cela. Donc ne vous dites pas qu'à l'occasion de la paix qui viendra, vos actes-là vont disparaître. Ça, c'est du point de vue juridique et autres. Maintenant, du point de vue spirituel et mystique, on se connaît bien, non? Il y a des rituels qui vont être faits pour que les gens qui ont tué en paient le lourd tribut. Non, on n'a pas le droit d'assassiner les gens.
Bon retour sur ce plateau, toutes nos excuses pour cette légère coupure. La société Néo a fait ce qu'elle sait faire le plus, c'est-à-dire couper l'énergie électrique. Maintenant, nous émettons avec notre groupe électrogène. C'est Blériot qui avait la parole, il a ressaisi et fera un effort de chuter. Non, mais parfait, vous devez dire aux Camerounais que les Néo n'est pas différent des Ambazoniens. Ça, c'est clair. Il faut dire ça comme ça. C'est clair. Vraiment, c'est une autre forme d'Ambazonie. Tout à fait. On ne peut pas traiter. Voilà. On peut pas, voilà. Je pense qu'il y a des signes. C'est des Ambazoniens. Donc, moi, je dis, ça ne passera pas, c'est l'expression que je veux qu'on retienne entre perte et profit. Parce que chez les Français, dire que c'est pas, c'est qu'après une situation, on dit que bon, tu as perdu, j'ai perdu, tu as gagné, j'ai gagné. On balance et puis. Non, non. Il faut que les gens sachent que même du point de vue spirituel, le karma, quand vous avez assassiné quelqu'un, vous avez tué une personne, vous en portez la peine. Très bien. Et vous qui soutenez vos enfants, vous subirez le même karma. Donc c'est des familles, c'est sur des lignées entières à ici que cela va se gérer en termes de malédiction, en termes de punition, en termes de beaucoup de choses. Il est mieux d'arrêter cette affaire. Merci, il est mieux d'arrêter cette affaire Ibrahim. Ce matin, nous marquons un arrêt pour condamner certainement avec la dernière énergie ce qui s'est encore déroulé du côté de Bamenda. Des soi-disant séparatistes ont enlevé Madame le maire, deuxième adjointe au maire de Bamenda. C'est après la cérémonie de diffusion du film documentaire portant sur le chef de l'État. Elle a été enlevée, elle a assisté à cette cérémonie. C'est après la cérémonie, en rentrant, qu'elle a été enlevée. Le lendemain, c'est hors la loi sont venus jeter le corps en ville. Naturellement, la dame étant déjà tuée dans des conditions atroces. Je vous passe la parole. Enfin, ici, sur cette question, j'ai deux choses à dire. Une, c'est aux Ambazoniens, l'autre, c'est au gouvernement. Je voudrais dire au gouvernement que une maladie qui perdure manque de respect aux médecins. Arrêtez de laisser que le manque de respect continue. Une maladie qui perdure manque de respect aux médecins. Aux Ambazoniens, je voudrais dire que installer un environnement de terrain ne sera jamais la solution. À supposer même que le gouvernement décide de vous donner tout ce que vous voulez. Ben écoutez, les gens ne vont jamais voter pour quelqu'un qui va les terroriser. Ouais. On ne va pas voter pour quelqu'un qui va nous terroriser, qui va nous faire vivre dans un environnement de peur, où à chaque fois on a peur que bon, si ce dirigeant n'obtient pas ce qu'il veut, il va encore prendre les couteaux, il va prendre les armes, il va décimer nos enfants. Ça ne va pas marcher. La méthode n'est pas appropriée. Essayez autre chose, de grâce. Parce que comme le grand Blériot l'a dit tout à l'heure, ça va vous retomber dessus. Et vous n'avez rien gagné de plus en continuant dans cette lancée-là. Donc de grâce, s'il vous plaît, arrêtez ça. Merci, s'il vous plaît, arrêtez ça. Nous allons passer la parole à Kevin. Kevin, une autre femme tuée. Nous avons connu le cas à Yafor, il y a quelques années, qui avait également été assassinée dans des conditions sauvages, barbares et inhumaines. Elle était gardienne de prison de ce côté. Je pense que les images ont fait le tour du monde. Même en période de guerre, dans des grandes guerres, je parle là sur le contrôle des experts dans le droit de la guerre et maintenant les droits de l'homme, même en période de guerre intense, il y a des lois à respecter. Les femmes, les enfants sont protégés, les hôpitaux, les écoles, pour ne prendre que ces cas. Est-ce que ces gens qui se disent ambazoniens le maîtrisent, ou alors ce n'est pas une simple guerre, c'est autre chose? Vraiment, parfois ici de ma part, je ne pourrais que dire que cet acte est tellement regrettable. C'est très regrettable. Pourquoi? Parce que tout ce que Camerounais nous voulons, c'est la paix. On veut juste la paix. Il faudrait que l'État essaye de faire en sorte que la paix revienne dans les deux régions anglophones. Et de ma part, je ne pourrais que dire que l'âme de cette dame repose en paix. C'est tout ce que je peux dire. Que l'âme de cette femme repose en paix. Nous le disons tous les jours.
Et après, on va encore se retrouver ici la semaine prochaine. C'est la triste On va réalité. encore dire que l'âme de celui-là se repose en paix. C'est la triste réalité. Depuis 7 ans, nous disons la même phrase. Hein. Mais Ibrahim m'a dit quelque chose ce matin. J'avais beaucoup réfléchi toute la nuit qui va suivre. Hein. Il m'a dit une maladie qui perdure, manque de respect au médecin. Qui est le médecin? C'est quoi la maladie? Joseph Zambo, un mot à l'endroit de ceux qui se disent ambazoniens. Est-ce que leurs revendications trouveront des solutions en tuant de cette manière des honnêtes et innocentes individus? Moi, en tout cas, je me pose réellement des questions sur leur mouvement parce que au début, je pensais que c'était pour défendre vraiment leur territoire, les intérêts des populations de leur territoire. Mais quand ils arrivent, qu'à plusieurs reprises, on entend qu'ils réussissent même déjà à kidnapper même des personnes de leur propre territoire pour demander à la fin des rançons, et qui sont même des personnes qui n'interviennent pas dans leur mouvement politique et autres. Ça signifie qu'en réalité, servent les intérêts de qui? Lorsqu'ils ouvrent le feu dans une école en pleine forêt du nord-ouest et du sud-ouest, mais ce sont leurs enfants, leurs propres enfants qui sont en train de tuer. Ces enfants, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ce sont les enfants qui bloquent leurs revendications. C'est pourquoi cette maladie a plusieurs variables. Ça peut aussi parfois appeler les médecins à beaucoup réfléchir pour trouver la bonne solution. Mais il faut exactement qu'on arrête de penser que ça sert les intérêts des autochtones. Parce que c'est logique. Sinon, on devait d'abord protéger et revendiquer des choses pour la population en place et ne pas piller ceux qui sont sur place et revendiquer les choses aux autres pour l'intérêt de ceux que vous pillez sur place. Du coup, je ne comprends plus rien. Là. Il faut également dire qu'au moment où nous parlons, un maire a également été enlevé de ce côté. Hein. Il a été kidnappé, ça fait bientôt, je pense, il y a 3 semaines. Le maire n'a pas toujours été retrouvé, malgré les ultimatums de monsieur le gouverneur. Nous parlions donc de ce maire qui est toujours porté disparu, qui a été enlevé, certainement toujours par ces hommes. Quelques jours après, c'est madame la deuxième adjointe au maire de Bamenda qui est tuée de manière aussi barbare. À tout de suite pour la suite. Nous allons repasser la parole à Pierre Blériot-Niamek, cette fois-ci, pour la dénonciation du jour. Alors, parfois ici, je ne sais pas si on doit appeler ça dénonciation. Les images parlent plus que nos propres paroles. Mais une situation plutôt rocambolesque s'est produite pendant un mariage le week-end dernier. Et ça fait déjà le buzz sur tous les réseaux. Une dame qui est décédée pendant son propre mariage, vers 3 heures du matin, alors qu'elle reprenait une chanson pour son mari. Son mari est venu d'ailleurs sur le podium la farouter. Et c'est pendant que tout cela se faisait qu'elle s'est écroulée et elle est décédée. Beaucoup de personnes ont suivi cette actualité. Nous aimerions pouvoir poser une réflexion sur ce qui a pu se passer.
nous sommes des Africains, il y aura un regard certainement traditionnel, empirique, un regard mystique, mais aussi un regard objectif. Qu'est-ce qui peut expliquer une telle situation? Est-ce qu'elle aurait pu être évitée? Qu'est-ce qu'on n'a pas fait qu'on aurait pu faire? Telle est la dénonciation que nous avons posée ce matin. Merci Pierre Blériot-Niamek. Nous avons toujours donc cette vidéo devant nous. Je ne sais pas pourquoi vous coupez cette vidéo. Montrez-nous cette vidéo jusqu'à la fin pour voir ce qui s'est réellement passé. Et voilà la dame qui triste tombe. Image. Voilà la dame qui tombe. C'est pas n'importe quelle dame, c'est la mariée qui s'effondre alors qu'elle chantait. Elle chantait certainement pour son mari. Elle avait même appelé son mari à la rejoindre sur la scène. Et son mari s'est levé de manière très élégante. On peut justement voir un mari très beau dans sa tenue. La dame très éblouissante dans sa belle tenue également. Et qui chantait pour son mari. Et qui tombe sur les pieds de son mari pour ne plus jamais se relever. Blériot l'a dit, nous nous posons donc des questions, celle de savoir qu'est-ce qui s'est passé. Certains sur les réseaux sociaux posent la question de savoir qu'est-ce qui n'a pas marché. Est-ce que ce sont des raisons au niveau médical? Est-ce que c'est un arrêt cardiaque? Est-ce qu'on trouvera des raisons sur le plan paranormal, sur le plan mystique? Est-ce que c'est un empoisonnement? Est-ce que, je commence par Ibrahim. Le jour de ton mariage, votre femme s'écroule et va dans l'au-delà. Commentaire et analyse. Bon, premièrement, ça ne sera pas le jour de mon mariage et ma femme ne fera pas ça. Je tiens d'abord à le dire. C'est comme le monsieur du dossier. Très clairement, non, je ne suis pas le monsieur là. Voilà, pour revenir maintenant à son cas, je voudrais dire que ici, j'ai suivi cet événement tragique au niveau des chaînes d'information. Et puis on a interviewé un médecin qui disait que c'est normal que ça peut arriver. Qu'il arrive qu'on ait une crise cardiaque parce qu'on ressent certains types d'émotions. Mais la question que moi je me suis posée lorsque j'écoutais le médecin et l'expert parler, c'est l'expert en cardiologie, c'était de savoir, mais attends un peu, la dame là, elle est allée à la mairie, elle s'est mariée, il n'y avait pas assez d'émotions. Elle a fini à l'église, il n'y avait pas assez d'émotions. Quand elle est entrée dans la salle, tout le monde a crié oh wow, il n'y avait pas assez d'émotions. Elle est repartie changer son vêtement. Jusqu'à elle se tient debout, elle rappelle son mari pour dire que je vais danser. C'est là où son émotion a shifté. Donc honnêtement, je pense que ça c'est quelque chose à analyser de fond en comble. Moi je serais plutôt parti pour un empoisonnement. Ma théorie à moi ce serait un empoisonnement. Elle est empoisonnée le jour de son mariage. Je pense. Ça c'est une théorie qui reste à analyser. Dans la mesure où elle-même ne savait pas. Tu sais, il y a ce qu'on appelle la communication verbale et la communication non verbale. Quand une personne est épuisée par un événement, elle est stressée, ça se voit. Elle n'a pas besoin de le dire, tu sens que cette personne est déjà épuisée par l'événement, elle est inquiète, elle est stressée. Mais quand tu regardes à cette vidéo, la dame veut festiver. Elle veut danser. Elle appelle son mari que non, viens, on va fêter. Elle a encore l'énergie pour bouger et rebouger. Mais la façon dont elle tombe, c'est comme si elle-même s'était pas arrivé dans son cerveau que ça ne va pas, ça ne va pas, ça ne va pas, il faut chercher une chaise où tu vas t'appuyer. D'un seul coup, au sol. Ça, véritablement, ça reste à évaluer. Moi, je suggère qu'on y mène véritablement alors, la tête poussée. Si je vous écoute, vous éloignez un peu la thèse médicale. Oui, moi, je la refuse. La thèse je n'en suis pas convaincu. cardiovasculaire. Je n'en suis pas convaincu. Sur la base du fait que... Bon, là, si je m'en tiens dans ce que j'ai posé 3 théories. Soit c'est un problème cardio, on l'élimine selon vous. Soit c'est un problème d'ordre mystique. Selon Blériot-Niamek. Blériot l'a rien dit. Blériot n'a pas encore donné. Il n'a pas encore parlé. Je suis sûr que c'est ce qu'il va dire. Parce que vous savez, il a commencé à la spiritualité avec les Amazoniens ce matin. Donc il peut continuer jusqu'au mariage. Maintenant, vous optez ou soupçonnez un empoisonnement. C'est compliqué. Joseph Zambo, l'image fait le tour du monde.
quel cauchemar, quel traumatisme pour son mari, pour sa famille et toutes les personnes qui sont venues assister à ce mariage. Quand je regarde la qualité des images, je me rends compte que c'était un mariage VIP. J'ai suivi la dame qui faisait dans la pâtisserie, qui a concocté le gâteau de mariage. Elle était en larmes. Hein. Elle disait qu'elle ne s'en revient pas. Au moment où on s'apprêtait déjà à aller déposer le gâteau, c'est là où la dame s'est effondrée. J'ai suivi le photographe, un expert en photographie qui filmait tout l'événement. Il était aussi en larmes. Il a capté cette image. Il était en train de filmer. Il ne comprend pas ce qui s'est passé. Vous pouvez avoir une idée? Bon, personne ne peut avoir une idée exacte de ce qui s'est passé. On peut analyser chacun à travers son expérience de la vie. Mais moi, je pense que ce sont les causes de la mort qui peuvent être peut-être pas normales, mais la mort, elle est normale. Quand on meurt, on meurt. Mais je pense qu'il y a des maladies qui arrivent difficilement aux personnes pauvres. Les affaires de AVC, tout ça, ça arrive toujours aux personnes qui, la plupart des temps, aux personnes qui ont un peu plus de moyens, parce que ces personnes vivent aussi des stress à un autre niveau. Ça c'est ce qu'on disait avant. Hein. Moi, j'ai vu des misérables ces derniers temps mourir d'AVC. Oui. Donc, c'est avant que c'était les riches qui mouraient d'AVC. Bon, peut-être. C'était aussi avant que ce sont les vieux qui mouraient d'AVC. Moi, je vois des enfants de 25 ans, AVC. 18 ans, on dit AVC. J'ai vu une fillette mourir 9 ans, on dit traumatisme crânien. Mais pour ce cas quand même, pour avoir déjà quand même assisté à quelque chose de presque similaire, quelqu'un qui a voyagé Yaoundé Bafoussam, il est arrivé tranquille, il a garé la voiture, il est allé au restaurant avec ses partenaires de travail, il s'est écroulé là et il s'en est allé. Donc je me dis que ça peut arriver, c'est juste le milieu qui n'était pas propice, c'était pas quelque chose qu'on accepte facilement, mais je dis très bien, quelqu'un peut être en bonne santé, n'ayant pas des signes, et s'écroule et s'en va. Donc vous ne voulez pas soupçonner la sorcellerie, et l'empoisonnement? En réalité, c'est aussi trop facile aussi comme ça, mais moi je pense que ça peut être quelque chose d'explicable du côté médical. Très bien. Kevin, la Bible nous dit qu'il faut rester éveillé. C'est vrai que je ne connais plus la page de la Bible là, et que nul ne connaît ni le jour ni l'heure. Donc, la mort viendra-t-elle en voleur? Blériot va nous aider tout à l'heure là avec les indications, les versets et tout et tout. Est-ce que nous ne devons pas nous dire que bon, c'est naturel? Nul ne sait, ni l'heure, ni le jour. Effectivement, parfait. Moi, je dirais que l'image était très choquante. J'ai même pas les mots pour ça parce que c'est Je vous vois avec des yeux larmoyants. Hein? C'est traumatisant, c'est vraiment traumatisant. Aucune femme n'aimerait se marier et mourir le jour de son mariage. Lorsqu'on sait comment vous, les femmes, vous tenez au mariage. Justement. Oh. C'est le plus beau jour d'une femme. C'est l'un des plus beaux jours. Parce que nous, les hommes, en fait, nous nous marions pour faire plaisir à nos femmes. Hein? Ah bon? Oui, bien sûr. Vous pensez que le mariage nous dit quoi, nous, les hommes? Nous nous marions pour faire plaisir aux femmes. Donc, pour moi, je dirais que c'est... Moi, je pense plus pour l'empoisonnement. Vous optez pour l'empoisonnement? Oui, je me dis. Parce que, bizarrement, pour la petite histoire, j'ai une de mes amies qui était à cet événement. Ah bon? Oui, donc j'ai vu en journée les vidéos du mariage dans la mairie et tout. Très beau mariage. Hein? Oui, c'était très beau, grandiose. Oh. Donc après, tu te rends compte que c'est fini, il n'y a plus rien. C'est choquant. Est-ce que le mari, hein, excuse-moi de t'harceler avec des questions, non, ça c'est un harcèlement qui a trop de questions, hein, rien d'autre. Est-ce que lorsque vous êtes un mari, vous vivez cela le jour de votre mariage, vous aurez encore le courage de vous remarier? Moi, je dirais qu'il n'y a que le temps. Hein. Le temps.
il faut du temps pour ça. Si jamais vous optez encore de vous marier, effectivement. Si jamais vous optez encore de vous marier, je revois encore le jour là où vous serez encore en salle. C'est traumatisant. Et si cette épouse a dit encore qu'elle veut chanter, je sais que c'est quelqu'un ne chante pas ici. Non, mais il ne pourra pas. Non, il faudrait d'abord qu'il se remette de tout ça. Il y aura à peu près combien de temps, combien de mois, combien d'années? Ça, on ne peut pas le dire. Il n'y a que le temps qui puisse nous répondre. Mais ce qui est sûr, c'est que ça va prendre énormément de temps. Oui. C'est traumatisant. Très traumatisant. Très. Ah, ça, je n'aimerais pas être à la place de ce monsieur. Merci, Kevin. Pierre Blerugne, mec, toi qui es habitué des situations compliquées, peut-être que tu auras beaucoup à dire dans le cadre de cet événement d'un autre genre. Une dame qui s'écroule le jour de son mariage, en pleine cérémonie, en pleine salle, au beau milieu de la salle, après avoir invité son mari à la rejoindre, et tombe sous les pieds de son mari pour ne plus jamais se relever. Quelle est la lecture que nous pouvons poser sur les soupçons que nous avons? Est-ce du mysticisme? Est-ce un problème de santé? Est-ce un empoisonnement? Alors, parfois ici, chez vous les catholiques, vous voyez souvent il y a une sorte d'accompagnement des mariés. Oui. Cet accompagnement a aussi un côté spirituel. Nous vivons en Afrique et chez nous, les grands événements sont souvent entachés de certaines choses. Ah bon? Oui, oui. La naissance d'un enfant. Vous savez comment on mène une grossesse. Toutes les grossesses ne sont pas simples. Il y a des familles compliquées. Dès que vous annoncez aux gens que votre femme est enceinte, les dangers commencent. Il y a même des grossesses qui disparaissent. La femme est enceinte, on dit qu'on ne voit plus la grossesse. Donc, il y a beaucoup de choses. Je parle d'un fait comme celui-là. Mais vous rentrez dans le cadre de l'organisation d'une cérémonie. Je n'ai pas tous les détails de cette famille. Mais est-ce que le mariage avait été accepté de part et d'autre? Est-ce que dans quelles conditions ce mariage s'est organisé? Vous voyez, les femmes, souvent, le jour du mariage, vous disiez à la jeune dame que nous nous marions pour leur faire plaisir. Pour les femmes, en général, le jour du mariage est un jour de victoire. La victoire sur beaucoup de choses. On disait que, mais vous n'avez pas fini de gagner tant que ce n'est pas fini. Vous voyez, on n'a pas fini de gagner tant que ce n'est pas fini. Voilà par exemple un exemple. Toute la matinée, jusqu'à 3 heures, c'était gagné. À 3 heures, tout est perdu. Vous dites que le temps, oui, c'est le temps. Ce que nous appelons en psychologie le retentissement, c'est-à-dire la durée de l'ébranlement psychologique après un choc, dépend de chaque individu. Chez certains individus, c'est trop long. C'est interminable même. Il y a des hommes... Ça en ressorte plus. Oui, il y a des gens... Ça lui arrive vraiment... Même l'élection, il n'aura plus jamais. Et tout le reste, c'est fini. L'affaire des femmes, du mariage, tout est fini. Mais il y a des gens comme le pasteur Marcello. qui sont d'une force mentale extraordinaire, c'est-à-dire qu'ils peuvent se remarier ou se fiancer 2 ou 3 mois après la mort de leur femme. Non, Blériot, mettons d'avoir une touche pause à ce niveau-là. Un monsieur qui vit ça, 2 mois après, il se remarie, on va le regarder comment? Non, il y a des gens qui n'ont rien à foutre de vos regards. Ah bon? Ah oui. Est-ce qu'on ne va pas dire que c'est lui qui a mais même sa femme? Bon, même s'il ne se remarie pas, si on veut dire que... Bon, nous ne connaissons même pas toutes les versions, mais là, nous sommes assis là. Nous avons même pitié du mari, nous n'allons pas dans ce sens-là. Quelqu'un d'autre va... Peut-être que dans la famille de la femme, tu vas trouver qu'on est en train de raconter là que tout l'argent qu'il a là, quand il a organisé un mariage de 20 millions et tout... Donc, c'est souvent beaucoup de choses. Donc, moi, le conseil que je donne aux gens, au lieu d'aller seulement avec nos forces physiques, lors de tous vos grands événements, faites-vous accompagner spirituellement. C'est clair. Maintenant, ce que les médecins essaient de dire est tout à fait recevable aussi. Vous savez, tellement certaines femmes, certaines personnes aiment tout contrôler. Parce qu'il y a des gens comme ça. Elles se marient, mais c'est elle qui fait tout. Tout est centralisé sur elle. Même étant en salle, vous la voyez assise, là, elle n'est pas assise. Elle est au téléphone. Elle se lève même des... C'est-à-dire, elle fait tout.
Parce qu'elle est déjà à la Cambus. Elle est présidente du comité d'organisation. Son mari lui dit même que ma chérie, reste un peu, elle gère et les conflits. Et je connais une personne. Elle va regarder pourquoi les popcorn ont brûlé. Je connais une personne très proche de moi, elle est même en train de nous suivre. C'est comme ça qu'elle aime diriger les choses. Non, quelquefois, je ne dis pas qu'elle pourrait, non, c'est pas ça. Mais je dis, il faut décentraliser. Parce qu'à la limite, moi j'ai vu des gens qui ont préparé des cérémonies, à la fin, eux-mêmes n'ont pas pu assister aux cérémonies. J'ai vu une dame qui a organisé les obsèques de sa belle-mère. Ici, à la fin de tout cela, on l'a amenée à l'hôpital. Parce qu'elle était totalement avachie. Et puis... Totalement. Non, sans vous, les choses se feront. Il faut déléguer. Il faut créer un climat de confiance. Vous ne pouvez pas être la personne qui se marie et la personne qui est impliquée. Je dis, il y en a qui vont même jusqu'à voir les musiques que le DJ va mettre, elle revient. À un moment, oui, j'ai souvent vu des femmes mettre leur mari mal à l'aise. Oui, elle appelle le gars qui présente, le MC, elle dit non, la première liste que je t'ai donnée là, les gens là, les dons qu'ils ont promis n'ont même pas donné, enlève les noms. Non. Tu t'impliques à tel point que c'est de l'énergie. Tout à fait. À un moment donné, tu peux être à bout. Les médecins disent que, par exemple, dans son cas, on ne lui a pas fait les massages cardiaques qu'on aurait dû faire. Attends. Il n'y avait pas de spécialiste, il n'y avait personne qui connaissait ça. Aujourd'hui, on ne fait plus de secourisme dans nos écoles. On forme. Nous, c'était systématique. Les secouristes étaient formés. Donc, elle n'a pas eu les primes. On ne sait pas. Mais vous savez, en fin de compte, la mort, comme nous le disons chez nous, a 4 enfants. Et c'est un des enfants qui a attrapé cette femme. Ouais. Les 4 enfants, ce sont... Oui, C'est qui? la mort a 4 enfants. Le premier. Le premier, c'est son homonyme, Nyem Nyem, c'est-à-dire la mort elle-même. Donc, c'est ce que vous appelez la mort naturelle. Le deuxième. Le deuxième, c'est Pouhé. Pouhé Nyem, la mort subite. Le troisième. C'est Tama, la mort par jalousie. Le quatrième. Tonga, la mort que toi-même tu as cherchée. Voilà pourquoi, lorsqu'il m'est arrivé de parler au niveau de ce qu'on appelle chez nous le silaou, chez nous les petits, il y a parfois une question que nous posons sur certains morts. Tu poses la question de savoir, est-ce que c'est la mort qui est venue t'attaquer, ou bien c'est toi-même qui es couché là qui allait attaquer la mort? Bon, par exemple, nous avons une société au Cameroun, une communauté, la communauté des mototaximens. Oui. Vous savez qu'à 95% des cas, c'est eux qui attaquent la mort. La mort est dans son coin et tu vois comment les gars vont tim, tim, tim. Comme je vois un hier soir qui taclait un grumier. Ouais. Et qui a été renversé finalement? Il court derrière le grumier. Je dis, hey, moi j'ai été obligé de faire une petite marche arrière. J'ai dit que non, faut pas que ma voiture soit à côté de ce que je vois là. Ok, nous allons lire les nombreux messages. Bonjour les démineurs. Pour le cas de la jeune dame décédée, je pense que c'est tout simplement de la sorcellerie. Vous comprendrez pourquoi les autres se marient en silence, sans tambour ni trompette. Aujourd'hui, elle laisse un époux et des enfants inconsolables. Pierre Blériot l'a dit, lors de vos grands événements, faites-vous accompagner spirituellement. Autre message ce jour, bonjour le maestro de la modération et à tout le panel. Monsieur Niemek est vraiment un sage. Il faut toujours se faire accompagner spirituellement et autre quand on prépare un événement comme celui-là. Mon épouse a failli avoir ce cas lors de mon mariage en décembre dernier. Grâce à Dieu, mon bon bork de parents était là et veillait au grain. Il a pu désactiver tous les missiles qui étaient préparés. Ne jamais marcher comme si nous venons de nulle part. Bonne suite de programme. Le Phénix depuis Douala. Autre message ce jour. Il s'agit du plus 49 ans. C'est l'Allemagne.
Bonjour parfait ici, je vous suis depuis plusieurs années, mais ici, ma première intervention. C'est franchement un événement triste dans un événement heureux. On ne peut pas dire a priori qu'il s'agit d'un acte de sorcellerie sans argument. L'autopsie peut déterminer les causes du décès. Sincèrement condoléances pour la famille éprouvée. Cordialement, c'est Hervé. Merci Hervé. Vous me suivez depuis des années. Et ce n'est qu'aujourd'hui que vous avez décidé d'écrire. Il est chanceux, il écrit aujourd'hui, on lit aujourd'hui. Vous Il y a des gens aussi qui écrivent depuis des années. On n'a jamais lu. Bonjour Lonkouta. Et Blériot, tu vas nous finir avec les taquineries. Dis-nous une fois le nom de la personne qui est allée payer son Promax et on l'a filmé. Tu vas nous tuer de rire un jour, papa. Sans oublier ceux qui postent leurs belles femmes, leurs belles voitures, les belles maisons, etc. En tout cas, regardons seulement. Autre message ce jour, alors plus 33, il s'agit de la France. Bonjour à toi, le valsero de la clinique, c'est papa. Jamais, mais alors grand jamais. Moi c'est perfecto. Rien à voir avec ce genre de choses-là. D'accord. Autre message ce jour. Otep à vous les érudits. Une tachycardie ventriculaire ou des infarctus de myocarde peuvent créer ce genre de situation. D'accord, docteur. Et donc, d'un point de vue médical et anatomique, c'est une situation possible. Mais il ne faut s'être pas éludé l'aspect ésotérique de l'affaire. L'univers est régi par des lois fantasmagoriques et perceptibles. C'est Saker. Merci Saker. Autre message ce jour. Que dit le téléspectateur? Bonjour parfait. Cette histoire, c'est de la pure sorcellerie. Blériot est vraiment savant. Vivons cachés. C'est la thèse de du bien-être. Athanase depuis Berthois. Donc, quand on se marie, donc maintenant, on ne doit plus fêter. Oui, ben, vous savez, il faut éviter l'exubérance. L'exubérance. Autre message ce jour. Bonjour le boss, tu es le meilleur de la modération. Merci pour la sensibilisation sociétale. R9 depuis Douala. Autre préoccupation, allons au 242. Le 242, c'est le Congo. Que dit le téléspectateur du Congo? Parfait, excusez-moi d'être un peu pointu. Le buffet a été jeté après la mort de la femme. Je veux juste savoir. Mais je pense qu'on avait un film. À 3 heures, est-ce qu'il y a encore à 3 heures, on a un film de manger. On attendait déjà le gâteau. C'est-à-dire que dans quelques minutes, c'est le gâteau qu'on devait accueillir. Donc, et même si on n'avait pas encore mangé, on jette au buffet, pourquoi? Non, mon frère, si elle était morte avant, ce n'est pas sûr que les gens allaient encore manger. Hein. Oui, les gens n'allaient plus manger, on ne jette pas le buffet. Et moi, je vais vous dire que les gens en font au Cameroun. Hein. Les gens en font au Cameroun. Donc, on allait quand même servir à manger. Blériot. Moi, je te dis, on ne peut pas jeter ce buffet. Je ne parle pas de... Si tu jettes même ce buffet, il y aura encore des morts. Bonjour, là c'est le message du plus 33. Hein. Bonjour, j'ai mal quand j'écoute les analyses des uns et des autres. L'Afrique n'avancera jamais. Les gens imaginent d'emblée des histoires de sorcellerie, d'empoisonnement, de mysticisme, etc. En étant assis sur le canapé et en font des certitudes. Pauvres de nous. Bon, toi tu nous as donc alors dit quoi? Bon, c'est un téléspectateur privilégié. Oui, si on l'enlève là maintenant, ça fait moins 1. alors encore plus 33. Il y a trop de téléspectateurs de la France ce matin. Hein. Bonjour à vous, les militants égarés, et à tes apicoros de panélistes. Vraiment. Ouais. Vous êtes des amuseurs. Et il continue en disant, s'il te plaît, je veux le numéro de la jeune demoiselle. Tu penses qu'après tout ce que tu as dit là... Mais voilà maintenant, tout ce qu'il peut écrire dans un message, c'est demander le numéro d'une femme. Après, tu vas dire qu'on t'a escroqué au Cameroun. On l'a fait, c'est là. On repart une fois de plus au plus 33. Un autre message de la France. Bonjour parfait. Bien qu'il ait... Non, bonjour parfait.
C'est bonjour parfait. Il n'avait pas encore envoyé de message. J'ai voulu lire le message d'hier. Bonjour parfait et à ton panel. Cette mort est certainement due à une rupture du myocarde. Ma nièce est décédée dans les mêmes circonstances dans un bar. C'est Fabio Tama qui envoie le message. Autre message ce matin, bonjour parfait et à votre panel, je pense que cette dame avait un malaise qui était caché. Est-ce qu'on connaît son état de santé pour parler de sorcellerie? Seule l'autopsie pour éclaircir la vérité si la famille y tient tant. Youssouf de Baganté. Oui, les informations en ma possession font état de ce que le corps pour l'instant est scellé. Hein? Donc il est fort possible qu'on fasse l'autopsie. En fait, oui, Blériot. Je veux vraiment pas exagérer sur la sorcellerie, mais c'est une grande naïveté de croire que quand on t'a tué par sorcellerie, l'autopsie va comprendre quelque chose. Non. Quand on te tue par sorcellerie, les manifestations sont physiologiques et anatomiques. C'est-à-dire, il y a donc par exemple rupture du myocarde. Mais la vraie cause, c'est elle qui est la sorcellerie. L'autopsie ne voit pas ça. Donc ne croyez pas que l'autopsie... Je veux qu'on mette peut-être encore un peu d'emphase sur cela, Rio, parce que à une époque, il y avait des morts où, bon, on a fait tous les examens à l'hôpital. On a regardé le palu, on n'a rien vu la typhoïde, on n'a pas vu, on a regardé l'hépatite, on n'a pas vu, on a regardé le diabète, non, rien, la tension, rien. Tout. Bref, on n'a rien, on a fait, vous appelez ça comme le scanner, on n'a rien vu, mais quelqu'un est mort. Après, tout le monde dit, non, ça c'est la sorcellerie. Et il y avait cette forme de sorcellerie. Mais Bleury vient de dire quelque chose. J'ai appris que certains sorciers maintenant, ils te regardent comme ça, même, on te lance le cancer. Oui. Effectivement, vous allez à l'hôpital, vous trouvez le cancer. Ils souffrent de cancer. Et les mystiques savent que lorsqu'on a réussi à te faire un bon lavement spirituel, tu rentres à l'hôpital, on dit qu'on ne voit plus le cancer là. Vous voyez? Donc, me dites pas quand on va faire l'autopsie. Bon, et puis ceux qui veulent parler de sorcellerie avec cet air méprisant là. Je ne veux pas venir faire un cours de sorcellerie ici. Mais c'est un phénomène réel. Il faut arrêter de parler. C'est pas de la blague. Parce que quand nous sommes assis dans une salle, vous, si vous êtes un type simple, vous savez que les choses sont simples. Il y a des gens qui viennent dans des cérémonies pour gâter la cérémonie. Bien changé. Chez nous, les Bassa, par exemple, on a ce qu'on appelle le segmis. Le segmis, c'est un petit regard que vous lancez sur le repas. Ça gâte tout le repas. Incroyable. Oui, on appelle ça en Bassa segmis. C'est-à-dire tous ceux qui vont manger de ce repas vont vomir, aller au sel et tout. Bon, mais c'est dangereux dans les grandes cérémonies. Parce que vous allez retrouver par exemple les grands maîtres des loges qui sont venus avec leurs pentacles et autres. Parce que si vous voulez quand il va aller vers la nourriture, il va ressentir que il y a quelque chose. Mais il peut décider de se servir pour vous renvoyer. Et le segmis est très dangereux quand on renvoie ça à l'expéditeur. Lui il peut en mourir. C'est-à-dire que par seconde, par minute, il fait 3 fois les sels, il vomit. Mais nous on vit ça. Et ça se soigne avec un tout petit oignon. L'anglais segmis. C'est-à-dire, donc moi, quelqu'un, j'entends quelqu'un, viens là, on te lance un petit segmis, maintenant, tu vois si la sorcellerie n'existe pas. Alors, 241, il s'agit du Gabon, le pays que dirige le président Oligui Nguema. Bonjour au longuet de la modération. Non, pas ça. Non, ils veulent pas provoquer, vraiment. Non, pas ça. Est-ce que longuet peuvent mourir? Jamais. C'est Arthur depuis Bitam, au Gabon, qui envoie donc ce message. Prenons un dernier message. Hein. Allons au 222. Il s'agit de quel pays, la Blériot? La Mauritanie. La Mauritanie. Oui, c'est la Mauritanie. Mon téléphone dernière génération me l'a dit. Bonjour parfait, ici, le Marc Brice de la modération. Oui. Il a gagné beaucoup de matchs, c'est possible. Oui. Il a qualifié dans une condition, on ne dit plus si on fait comme ça. Si on tape là-bas et qu'on ne le tape pas ici. J'ai fait une grosse dépense hier soir. Je suis passé au restaurant, j'ai dépensé 500 francs et au retour, je constate qu'il y a un mariage au quartier. Quelle dépense? Incroyable. Alors, le gars savait qu'il pouvait aller manger au mariage. Il a fait une dépense inutile. À tout de suite. C'est un théoriste. Vous rêvez
Rêvez d'un cadre idéal pour vos séjours à Yaoundé? Une seule adresse, Safari Hotel. Safari Hotel offre 40 chambres VIP et des suites et appartements ultra modernes. Le Safari Hotel, c'est aussi un bar-restaurant ultra chic, véritable carte postale, propice et discret pour vos moments de détente. Avec un parking avant et arrière sous vidéosurveillance et un groupe électrogène qui vous met à l'abri des coupures intempestives d'électricité. Le Safari Hotel dispose également des salles de banquet de 400 à 500 places, de conférences d'une capacité de 150 places, ainsi qu'un service traiteur pour vos événements. Votre hôtel 3 étoiles situé au quartier Sam dans le 3e arrondissement de la capitale, entre la SCDP et Garantie Express, est à 5 minutes du centre-ville. N'attendez plus, réservez au 694 77 74 68 677 76 29 32. Au Safari Hotel, c'est vraiment du safari. Ma sœur, tu connais Allo CNPS? Non, c'est quoi? Ce sont les nouveaux outils que Securis Group, partenaire de la CNPS, met à la disposition de tout le monde. Pardon? Eh oui, tu peux maintenant vérifier tes cotisations de la CNPS sur ton téléphone Android ou sur un simple téléphone. Ah bon? Oui, tu as accès à tous ces services sur WhatsApp avec un agent connecté 24 heures sur 24 où tu pourras poser les questions sur ton matricule, tes dossiers d'allocation familiale et autres prestations CNPS. Et c'est payant? C'est 750 francs CFA par mois seulement, soit 9000 francs CFA par an, c'est donné cadeau. Mince, comment y bénéficier? Tape étoile 101 dièse, peu importe le réseau et suis juste les indications. Enfin, mes cotisations sont à portée de main. Et contactez désormais la CNPS au 83 83. Allô CNPS, vous ne serez jamais seul. Renafro Finance SA, acteur majeur de la microfinance au Cameroun depuis 1996. Et si ta solution venait de la Masso? Je m'appelle Mancho Loveline, épouse Numbisi. J'ai gagné le village. Je ne m'attendais pas, puisqu'il y a des milliers de personnes qui ont... Il y avait des milliers de noms dans le box là. Deviens propriétaire d'une villa à partir de 100 francs CFA. Renafro Finance SA, acteur majeur de la microfinance au Cameroun depuis 1996. Lutter contre la vie chère tout en facilitant la construction haut de gamme, c'est la mission que remplit au quotidien la Société Générale des Tôles du Cameroun, en abrégé Sogetol. Situé à Yaoundé, au quartier Kounou 2 chevaux en face de la garde présidentielle, des tôles prélaquées, bacs, ondulés, tuiles, métrobondes, en aluminium, en alusing ou alubassa, plus d'être spécialisé dans la fabrication et la commercialisation des tôles, selon la commande effectuée, c'est également un lieu de confort et de disponibilité pour répondre aux besoins des potentiels clients. Et j'ai été très ravi de la qualité des produits qui m'ont été servis. Sogetol, c'est aussi la livraison à temps et en heure sur l'ensemble du territoire national. Nous donnons la possibilité à tout Camerounais de pouvoir mener à bien son projet de construction. Vous souffrez d'hypertension, mal de nerfs, d'arthrose, infertilité, rhumatisme, MST. La médecine chinoise est la solution à tous vos problèmes de santé. Médecine bio qui soigne les malades sans effet secondaire quelconque, qui fait, n'est-ce pas, des massages manuels. Médecine curative parce qu'elle agit directement, n'est-ce pas, sur la santé des malades. Au centre médical de la médecine chinoise, c'est la guérison pour tous. Faites-vous dépister et recevez les soins des spécialistes expérimentés. J'avais l'arthrose aujourd'hui. Je me sens vraiment à l'aise. Je suis venue pour me faire soigner et puis j'ai trouvé un bon résultat. Le centre médical de la médecine chinoise est situé en Volier, derrière la basilique. Contact 691 19 87 68. Médecine chinoise, le secret de la longévité.
Si vous nous retrouvez à l'instant, nous vous disons merci. Vous avez d'ailleurs fait le meilleur choix, c'est celui de regarder Info TV et surtout dans le cadre du programme Espace Miné. Nous sommes mardi entrepreneuriat. Nous prenons donc le thème de ce matin. Nous prenons un thème qui a trait à l'entreprise, un thème qui a trait à l'entrepreneuriat. Ce matin, nous parlons du harcèlement en entreprise. Quel est le regard que vous posez sur le harcèlement en entreprise? Ce harcèlement en entreprise peut être dû à quoi et quelles peuvent être les manifestations ou, si vous voulez, les conséquences de ces actes de harcèlement en entreprise? Comme d'habitude, nous allons d'abord passer la parole à Joseph Zambo pour nous planter le décor. Qu'entendons-nous par harcèlement en entreprise et comment peut-il se manifester? Merci Pafa. Ici, le harcèlement en milieu professionnel est un problème sérieux qui affecte non seulement la victime, mais aussi l'ensemble de l'environnement de travail. Il peut prendre plusieurs formes, allant des remarques inappropriées aux intimidations justement ouvertes. Face à cette situation, il est essentiel de savoir comment réagir pour protéger son bien-être et maintenir un environnement de travail sain. Déjà, premièrement, lorsqu'on se retrouve dans cette situation, la première chose à faire, c'est de reconnaître déjà le harcèlement. Parce qu'on a plusieurs personnes qui pensent être en situation de harcèlement, mais alors peut-être que ce n'est pas le cas. Donc, il est déjà important de savoir qu'on est réellement en situation de harcèlement à travers le comportement verbaux, comportement physique, comportement psychologique. Il y a tellement de choses qui peuvent nous le présenter. Et il faut adopter justement un comportement calme et professionnel parce que ce n'est pas parce qu'on se retrouve en situation de harcèlement que directement on doit déjà commencer à péter un plomb et tout. Et en troisième position, il faut déjà documenter les incidents. C'est très important parce que il ne faut pas simplement dire de bouche que je me fais harceler. À un moment donné, il faut réunir des éléments qui peuvent démontrer qu'on se retrouve en situation de harcèlement et cela peut t'aider au cas où ça éclate. Donc ça, c'est très important. Et maintenant, il faut parler à la personne concernée. Parce que réellement dit, quelqu'un ne peut pas t'harceler et tu n'as jamais pu confronter au moins la personne d'une manière... C'est vrai que jusque-là, je n'ai pas encore bien compris ce qu'on entend par harcèlement en milieu professionnel. Alors, quand on parle d'harcèlement ici, comme j'expliquais tout à l'heure, c'est basé sur 3 types de comportements. Il y a les comportements verbaux. Ça signifie que pendant qu'on se retrouve en entreprise ou en milieu professionnel, une personne vient vers vous et avance toujours les expressions qui ne sont pas, qu'on ne peut pas dire qu'elles sont normales. Il y a des comportements physiques, c'est-à-dire la personne peut vous toucher d'une manière inappropriée, peut vous faire quelque chose physiquement que vous ne validez pas. Et il y a un ensemble de choses quand même, il y a des comportements que quand en tant qu'individu vous connaissez que la déontologie du travail ne le permet pas. Et si ça se répète à plusieurs reprises, vous pouvez commencer à pressentir, d'être en situation d'harcèlement. Très bien. On va passer la parole à l'autre expert, Ibrahim. Ibrahim, nous restons sur la même longueur d'onde. Comment se comporter face à un harcèlement en milieu professionnel. Pour le commun des mortels qui nous écoute ce matin, Joseph a expliqué. Nous vous passons également la parole. Selon vous, c'est quoi un harcèlement en milieu professionnel et comment se manifeste-t-il? Alors, parfait, ici, merci pour la question. Le harcèlement, en fait, c'est un comportement abusif. C'est un comportement abusif, répété et délibéré. C'est-à-dire quelqu'un essaye de vous intimider, quelqu'un essaye de vous dénigrer, quelqu'un essaye de vous rabaisser. Dans son comportement, en fait, il travaille à créer un environnement très hostile et défavorable autour de vous. Vous êtes en train d'être harcelé.
Et maintenant, lorsqu'on est dans l'univers du harcèlement, on va vous parler du harcèlement sexuel, qui est celui qui est le plus connu. Tout à fait. Mais en milieu professionnel, on ne retrouve pas que le harcèlement sexuel. On peut vous parler du harcèlement moral. On peut vous parler du harcèlement physique. Oui. Où on va au moins, c'est-à-dire qu'il te brutalise, il t'intimide, il te donne des sommations. Il y a des patrons qui parlent très mal à leurs collaborateurs. Ils les intimident, ils les menacent. Ça, c'est du harcèlement. On peut vous parler du de harcèlement managérial, c'est-à-dire que quelqu'un, par sa position hiérarchique, décide de vous intimider, de vous mépriser, de vous diminuer avec des propos rabaissants, qui dénigrent les gens. Ça, c'est du harcèlement managérial. On peut vous parler même du harcèlement institutionnel. C'est-à-dire que dans la politique ou le système de fonctionnement d'une entreprise, il est oppressif. Il est hostile. Les gens là-bas, ils sont pas en paix. Dès que tu arrives là-bas, tu commences à être inquiet. Ça, c'est une politique institutionnelle qui est oppressante. On vous parle encore là du harcèlement. On va vous parler autrement du harcèlement d'un tiers, c'est-à-dire qu'un collaborateur qui décide de vous rendre la vie difficile, il vous met mal à l'aise. On peut vous parler, moi je vais m'arrêter là avec le cyberharcèlement. C'est-à-dire que là, il s'agit de recevoir des messages, des courriers, des emails dans votre WhatsApp, dans les réseaux sociaux. On ne travaille qu'à vous dénigrer et c'est délibéré, c'est abusif et c'est répété. Très bien. Merci Brahim. On passe la parole à Pierre Blériot. Pierre Blériot, pour votre cas, hein, vous êtes libre de développer les autres formes de harcèlement énumérées tout à l'heure par Ibrahim. Mais en entreprise ici au Cameroun, je n'ai pas fait un sondage. Je peux me tromper, vous allez me corriger tout à l'heure. Je me dis quand même que le harcèlement sexuel est celui qui est le plus répandu. C'est quoi l'harcèlement sexuel en entreprise et comment il peut se manifester dans le cadre purement managérial? Non, je vais vous décevoir. Le harcèlement sexuel en Afrique n'est pas le plus répandu. Malheureusement. Oui, malheureusement. Le problème, c'est que les Africains ont été habitués à la persécution. C'est pour cela qu'ils ne prêtent pas attention aux autres formes de harcèlement. Oui. Vous voyez? Le fait qu'un patron vous demande de faire plus que votre travail, c'est du harcèlement. Mais quand il n'y a pas d'emploi, si vous allez vous plaindre d'abord chez quelqu'un, on va dire que si tu ne veux plus travailler, tu rentres, tu laisses, tu démissionnes. C'est en fait, Ibrahim l'a défini, le harcèlement est un mode de persécution. Il faut le dire comme ça, qui se répète soit par des paroles, soit par des actes. Quelqu'un qui vous donne par exemple du travail à la fin du travail. C'est du harcèlement. Ou qui vous donne du travail avec des délais extrêmement courts. Sachant pertinemment le poids du travail est juste pour démontrer que vous êtes incapable d'être incompétent. Donc, les Africains, vous voyez, c'est pour ça qu'on voit maintenant le harcèlement sexuel, contrairement à ce qu'on pense, est marginal en Afrique. Parce qu'il ne se voit pas de la même manière chez nous que chez les autres. Les Africains tolèrent dans leur façon de vivre certaines paroles qui ailleurs ne sont pas tolérées. Des remarques sexistes ne sont pas perçues chez nous, dans notre environnement, comme étant du harcèlement sexuel. Ailleurs, c'est du harcèlement sexuel. Les appréciations répétées ailleurs sont considérées comme c'est-à-dire ce que vous dites à Claudia là, très joli, très ravissant. Vous comprenez? Non, chez les autres, les appréciations répétées constituent du harcèlement sexuel. Alors que nous ici, c'est même ça qui nourrit la joie de Claudia. C'est-à-dire si tu ne lui dis pas ça, là, tu as gâté sa journée. Donc il s'agit, quand elle nous voit, ça je le dis à l'adresse de ceux qui nous regardent. Quand ils nous voient, c'est dire, nous, les Africains parlent de sexualité d'une certaine manière dans tout ce que nous faisons. Dans nos discours, nous parlons des femmes, nous stéréotypons les femmes, ainsi de suite. Donc, c'est commun. Mais quelle est donc la limite? Parce qu'il ne faut pas valider tout cela. Chez nous, quand le harcèlement se présente, il a la forme de l'intimidation. Non, ce n'est pas les dragues. Puisque nous considérons que les gens doivent se draguer en entreprise. Les gens, il y a même des patrons qui disent qu'il faut consommer les produits locaux. Donc, et comme ça, l'argent de l'entreprise tourne parmi les membres de l'entreprise. Il y a des patrons qui ont cette philosophie. Non, mais il y a une limite qui est atteinte souvent chez nous.
Et je vous assure, quand il y a donc harcèlement sexuel d'un Africain, en Afrique, c'est très grave. C'est du genre, tu me donnes ça quand? Si tu ne le donnes pas, tu bombardes ou tu descends. C'est violent. Je suis marié, mais est-ce que je t'ai demandé de divorcer? Donc, en fait, aucune liberté ne t'est donnée. On te présente des choses et ça en arrive souvent aux attaques physiques. C'est-à-dire que quelqu'un se saisit d'une femme au bureau et la soumet physiquement. Et le grand mal étant que les femmes n'ont pas encore intégré la dénonciation. Quand une femme a subi ce genre de choses, elle se dit, si je dis ça à mon mari, je perds mon mariage, parce que c'est aussi vrai, très peu d'hommes sont mentalement équilibrés. Ta femme vient te dire, mon patron me harcèle, tu commences à lui dire que c'est toi qui t'habilles souvent. Moi, je te rends visite, à toi le patron, pour te demander si tu n'as pas vu qu'elle était mariée. Mais chez nous, on condamne la femme. Donc la femme dit, quand je vais encore aller lui expliquer que mon patron me harcèle, et il va dire que elle subit donc ça. Elle peut même subir ça jusqu'à l'épreuve suprême. C'est-à-dire que le patron finit par obtenir par la force ce qu'il recherche et la femme se tait. Parce qu'elle se dit, personne ne va croire que je n'ai pas été complice de ce qui m'est arrivé. Chez nous, c'est un grand mal. Et puis, la sécurité sociale au travail n'est pas assez bien ficelée, malheureusement. Quelqu'un disait ici, ça c'est les choses des Blancs que Zambo disait là, il faut archiver. Chez nous, tu vas archiver quoi? Parce que quand un patron te fait du harcèlement, les choses ne sont pas documentées. Pas du tout. Ailleurs, rarement, même il va t'envoyer un message. C'est comme vous avez dit tout à l'heure, la dame peut entrer dans son bureau, elle te dit calmement de refermer la porte à clé derrière toi. Et la dame comprend déjà ce que ça veut dire. Ailleurs, par exemple, est-ce qu'il a écrit sur dans le téléphone? Ailleurs, par exemple, le suivi des carrières fait en sorte que quelqu'un peut démontrer qu'il est victime de harcèlement. Je suis là depuis 8 ans, je n'ai pas évolué d'un pas. Mais mes résultats sont plutôt prouvants. Mais quelqu'un a refusé, celui qui doit faire circuler mon dossier. Mais ici, le patron est propriétaire de son entreprise. Il fait évoluer qui il veut. Tu peux être vigile le matin, tu deviens DG le soir. Voilà. Donc, et vice versa, tu peux être DG, on te renvoie à la porte, aux toilettes pour garder. Si tu refuses, on dit rentre chez toi. Pourtant, dans des sociétés bien organisées, il y a des formes de persécution qui indiquent de manière claire que tel employé est harcelé. Son salaire qui n'évolue pas, ses primes qui ne sortent pas, ainsi de suite, un ensemble d'aménagements. Bon, vous travaillez dans des environnements où la prime sort de la poche directe du patron. Tout à fait. Et il la dirige vers qui il veut. Il donne ça comme de l'aumône. Il est un peu comme Dieu. Il bénit qui il veut. Donc, toi, tu vas revendiquer sur quelle base? Merci Pierre Blériot. Nous avons donc une femme sur le plateau. Je l'ai fait à dessein pour que la femme écoute d'abord les hommes. Maintenant, la femme va aussi prendre la parole. Alors, pour vous, qu'est-ce que vous pouvez nous dire lorsque nous parlons du harcèlement en milieu professionnel? Parfait, pour moi, je dirais que le harcèlement, c'est une violence répétée. Donc, quand on parle de violence, elle peut être physique, verbale ou psychologique. Mais je dirais que dans les entreprises au Cameroun, bon, je vais générer en Afrique, il y a plus de harcèlement psychologique. Parce que je dis ça pourquoi? Parce que je prends un cas en entreprise. Oui. Le supérieur, pour se faire entendre, des fois, a tendance à exercer une pression psychologique sur son subalterne. Ce qui fait que le subalterne, après avoir reçu cette pression, il se sent opprimé. D'autres personnes même arrivent à un état mental qui n'est pas bien. Il y a des gens qui ont des maladies respiratoires après ça. Ah bon? Moi, j'en connais un cas. Oh là là. J'en connais un cas. Ça veut dire que la pression était vraiment intense. Oui. Parce qu'après les heures de travail, on te remet encore dans un autre travail que tu dois faire. Tu n'as pas le temps de rentrer à la maison. Et même quand tu es à la maison, tu te retrouves en train de travailler. Et tu subis ça chaque jour. Parfois, tu aimes dire à la maison, on te rappelle. Voilà. Même le dimanche, tu te retrouves en train de travailler. Le dimanche, tu n'as pas de jour libre pour toi.
Ce n'est pas parce qu'on travaille le dimanche que c'est le harcèlement, hein, parce que nous ici, juste parce qu'il ne faut pas que notre PDG soit nous on travaille le dimanche. Non, je ne dis pas non. Oui, d'accord, je ne dis pas non. C'est pas ça le harcèlement, oui, c'est dans les clauses. Oui, c'est ça. Nous travaillons le dimanche, mais ce n'est pas du harcèlement. Mais c'est ce contrat que vous avez travaillé jusqu'à dimanche. Mais quand le contrat ne stipule pas que tu dois travailler le dimanche, il y a d'abord, moi je dis qu'il y a une manière de demander un service, même si c'est ton subalterne. Bon, je vais vous poser une question, hein. Oui. Peut-être qu'elle est plus personnelle et très directe. On a parlé tout à l'heure de harcèlement sexuel, parmi les formes d'harcèlement que l'on peut trouver en entreprise. Vous avez été victime? Personnellement, moi non. Comment ça? Non. Lorsqu'on se regarde, c'est difficile. Comment tu fais ça? Non, je dirais non. Donc tu n'as pas encore travaillé, quoi. Si, mais... Dieu merci. Dieu merci. Mais laisse la répondre. Dieu merci, quoi. N'influencez pas Kevin. C'est déjà ça le harcèlement. Non, Dieu merci, je n'ai pas eu ça. Je ne suis pas tombée sur ça. Bon, vous avez quand même connu des copines, des connaissances qui ont été... Elles vous ont en parlé. Qu'est-ce qu'elles vous ont dit? Comment ça se passe? Qu'est-ce que le patron leur a commencé à faire? La plupart des filles qui sont venues vers moi, avec qui on a causé, parce que ce sont des petites causeries de femmes et tout. Donc, il s'avère que c'est face à la tenue que tu portes aussi. Hein. Tu viens toute élégante là, un peu sexy. Il faut le dire. Oui, parce que ça commence d'abord par là. Hein. Tu vas venir, tu vas t'exhiber. Forcément, si tu... Ça attire aussi l'attention du patron. Naturellement. Donc, après ça, c'est un homme. Il est fait de chair, donc il va pousser son regard. Non, je ne justifie pas. Je justifie pas. Attention, il y a une limite. Hein. Oui, généralement, on a tendance à dire que... N'influencez pas. Généralement, on a tendance à dire... Oui, c'est ça. Généralement, on a tendance à dire que les hommes sont très sensibles à certaines choses. Voilà. Donc, quand tu t'exhibes, forcément, tu laisses à croire que... Que tu as quelque chose à proposer. Et ces copines-là, elles ont cédé? Bon, oui. Il y a certaines qui ont cédé. Forcément, toutes ne peuvent pas rester comme ça. Elles ont cédé. Puisque parfois le patron est direct. Parce qu'habituellement, ces patrons au Cameroun, hein, je ne sais pas comment ça se passe ailleurs, ils sont même pour certains brutaux. Hein. Il vous dit, soit tu me donnes, soit tu te licencies. Non, mais heureusement pour elles, ce n'était pas les petits dîners, les petites invitations après le travail. Ah, elles étaient même... Voilà. Les petites invitations après le travail et tout ça. Donc d'autres ont cédé, elles ont obtenu des grands postes. Ah bon? Oui, après bien ça. sûr. Oui, oui. Ce qu'on appelle promotion canapé. C'est ça, elles deviennent le petit chouchou. Mais là, c'est même plus le harcèlement. C'est où? Donc, et à un moment donné, mais aussi la fille elle-même prend goût. Ça c'est elle qui sait, je connais pas. Nous allons lire quelques messages. Hein. Bonjour à vous tous sur le plateau. Le thème du jour est très important. Ne perdez pas de vue que le harcèlement vient aussi des femmes. Et c'est pourquoi nous avons en entreprise des promotions canapé. Ah, d'accord, on vient de le dire. Hein. Autre message ce matin. Bonjour, monsieur Aïssi et à tout le plateau. Je rejoins parfaitement ce que monsieur Niemek développe parce que la société où je travaille, on vit exactement la même chose. Le chinois qui est le chef de la production, en plus des injures en chinois qu'il vous lance, il vous frappe avec les mains ou les pieds et il arrive et qu'il vous lance des objets dangereux et qui peuvent vous blesser avec et tout le monde fait avec à cause du manque de travail au pays. Il est le roi dans cette société. C'est Niembe depuis Douala qu'il envoie le message. C'est terrible ça. Hein? Mais parfait, l'affaire des Chinois devient une affaire qu'il faut regarder de près. Hein? C'est terrible. Il paraît que c'est les plus gros négriers que l'Afrique a connus. Hein? Et je ne sais pas comment on s'organise, parce que normalement, un tel patron, les employés doivent s'organiser pour lui rendre visite au même moment. Je dis ça et je ne dis plus rien. Alors, 241, c'est encore le Gabon. Bonjour, parfait. Est-ce que tu me permets d'utiliser tes expressions comme avec tout ceci? Que faites-vous encore ailleurs? À tout de suite pour la suite. Toutes les formations et rien que l'information. Je suis journaliste et correspondant régional d'une télévision au Gabon. J'aimerais avoir ton accord pour éviter d'être poursuivi pour plagiat. Arthur depuis Bitam au Gabon. Arthur,
Il faut m'appeler en homme. Autre message ce matin, perfecto. Dans l'affaire que harcèlement ici même, hein, parfois même les patrons sont harcelés, c'est-à-dire que la fille te soumet à une torture visuelle. Une torture visuelle. Incroyable. Il continue en disant, et j'en passe, tu n'es plus concentré. Aujourd'hui, elle met les cuisses dehors. Demain, c'est le balcon qui est dehors. Après, demain, c'est le balcon arrière. Et le jour où tu attrapes les bêtises pour chicoter l'untot, là, tu deviens un harceleur. C'est vrai que je comprends pas la dernière partie. Hein. C'est le balcon, tu comprends? Non plus. Le balcon arrière, le balcon avant. Bonjour, voilà le Blériot que je connais et non celui du profane footballistique. Je viens d'avoir une balle perdue. Et les balles font quoi sur mon corps? Le harcèlement, comme le dit Blériot, peut être sur d'autres formes. Mon cas, je travaillais pour un particulier au port de Douala de 7h à minuit. Wow. Wonderful. Wow. Et le jour où j'ai demandé à revoir mon salaire ou mes horaires, j'ai été renvoyé. C'est Raphaël qui envoie ce message. Il dit ici, ma question parfois, à quoi sert l'inspection de travail au Cameroun? Les patronnes aussi harcèlent. Ah, les femmes chefs d'entreprise. Oui, c'est vrai. C'est chaud, hein. Ça, c'est quand même vrai. C'est là-bas où c'est... Elles harcèlent les jeunes garçons en entreprise, les hommes. Oui, c'est même le plus difficile. Et elles sont plus violentes que les hommes. Quand une femme pose son regard sur un employé, ce dernier n'a plus le droit de regarder une autre collègue. Ça peut lui coûter cher. Et à la collègue aussi. Allons au plus 33, c'est la France. Parfait. Bonjour, parfait. Et merci à l'aîné Blériot-Niemek pour sa belle analyse. Nous, on n'a plus rien à dire quand il a parlé. Mais je suis quand même obligé de dire que le harcèlement est une forme de discrimination fondée sur des préjugés pas du tout objectifs. Ce sont des comportements physiques ou verbaux indésirables et qui choquent ou humilient. Aujourd'hui, en Europe, il y a une forme de harcèlement envers les femmes qu'on appelle le sexisme bienveillant. Cette forme de harcèlement n'est pas encore ancrée dans la mentalité des femmes africaines. J'ai peur pour nos amis qui aiment faire des compliments tout azimut et qui n'aiment pas voir les femmes faire des efforts. Aussi même, nous les hommes, nous souffrons. Un type a voulu me passer à la moulinette au Cameroun. Je lui ai dit, mouf. Ça doit être une étoile. Fabio Tama. Incroyable. Autre message. Bonjour le nom du micro et à ton panel. Moi je pense que cette femme a été victime d'empoisonnement. C'est Dimitri Armel depuis Douala qui envoie le message. Bonjour le Blériot-Niemek du micro et à ton panel. Je voudrais passer un bonjour spécial à monsieur Blériot-Niemek. Le bonjour spécial est donc passé. Allons au 228. Il s'agit de quel pays, Blériot? Oui, il s'agit du Togo. Que dit le téléspectateur du Togo? Bonjour au panel. Il faut dire que face à la thématique du jour, je pense que les femmes parfois attirent elles-mêmes ces harcèlements. Aussi, j'épouse également le même point de vue que Blériot. Chapeau au panel et merci. C'est Johan Assonkwe depuis Lomé au Togo. Alors, finissons un tout petit peu avec le harcèlement sexuel en entreprise. Hein. Nous voyons également certains téléspectateurs qui sont en train d'attirer notre attention en disant, attention, il ne s'agit pas seulement des femmes, des patrons qui harcèlent les femmes en entreprise, mais certaines femmes font également des efforts pour attirer le regard sur elles. Mais parfois également, des femmes qui harcèlent le patron. Oui, justement, je pense même que ce sont les cas les plus récurrents. Moi, je vais vous surprendre. La plupart des temps, on accuse toujours les chefs d'entreprise de beaucoup de choses parce que eux, ils ont une activité déclarée, ils sont enregistrés quelque part, on les connaît, ils sont au devant de la scène. Et l'employé est simplement celui qui est venu pour un temps dans l'activité, peut-être qu'il peut partir. Donc, ses engagements sont limités par rapport aux engagements du chef d'entreprise. Mais je vous assure, du fait que plusieurs femmes, surtout qu'au Cameroun, les femmes
on sait qu'habituellement, c'est pour garder les enfants à la maison. Mais pour celles qui comprennent qu'il n'y a plus beaucoup de maisons à toutes les femmes, elles comprennent qu'il faut absolument commencer à travailler et qu'elles savent qu'elles n'ont pas la compétence nécessaire pour assumer le poste ou la responsabilité où elles se trouvent. Elles se décident donc de bloquer le poste avec d'autres arguments ou d'autres atouts qui ne sont pas le savoir-faire. C'est-à-dire qu'une femme en entreprise, elle-même sait qu'elle est incompétente, elle n'a pas le mérite, elle a été recrutée là par hasard, elle se dit que si elle continue comme cela, il est fort possible qu'on décèle ses incompétences, on peut la mettre dehors. Elle est la première à se proposer au patron pour garantir son poste de travail. Oui, et c'est ça donc on appelle ici même c'est un harcèlement psychologique parce que elle emploie dans la technique de la valorisation des atouts corporels d'une manière systématique. C'est bien dit, hein? Non, mais je dis, c'est ce qu'elle emploie. La valorisation des atouts corporels. Je dis, déjà que elle, en entreprise, se lance des défis. Je suis chef des entreprises, je sais de quoi je parle. Elle se lance des défis, je serai le premier à finir avec le boss là. Il pense même qu'il est quoi? Oui, que sa femme l'aime trop. Oui, je dis, elle se lance des défis. Et puis le jour que... Elle va même voir les marabouts. Mais le jour qu'une parvient à le faire, elle fait des photos pour mon close que je vous ai dit non. J'ai fini avec lui hier. Oui. Et maintenant, le concret maintenant, c'est que tu dois la garder ou augmenter son salaire et son poste. Parce que sinon... on peut donc maintenant présenter l'harcèlement du patron envers la fille. Parfois, c'est elle qui commence à te faire du chantage. Mais c'est elle qui va parler même de l'harcèlement. Puisque toi, tu as tout à perdre. Tu ne peux pas, même quand bien même tu es passé par cette stratégie, pour le nom et la crédibilité de ta boîte, tu dois faire taire certaines choses. Elle n'a rien à perdre. Elle peut facilement prendre son téléphone et de faire un direct. Que cette entreprise-là où on harcèle les femmes, je me suis fait harceler, elle peut faire des captures d'écran, des messages où toi tu répondais à ces questions. Mais elle ne met pas la question, elle met seulement la réponse. La manipulation. La manipulation. Et j'ai dit au Cameroun, on en subit. Et dès que tu tombes sur une, tu vas tomber sur tout le reste. Donc, aujourd'hui, on se fait beaucoup harceler par nos employés, c'est-à-dire les filles. Il y a des tenues professionnelles pour le travail, il y a des tenues pour des boîtes de nuit, il y a des tenues pour la maison, il y a des tenues pour se coucher. Il y a des tenues professionnelles. Apprenez à avoir des postures professionnelles dans le travail. J'ai dit, la réunion en anglais, puisqu'elles savent cibler, parce que parfois, si même le boss n'est pas harcelé, quelqu'un d'autre est harcelé. Bien parce sûr. qu'elles savent détecter les décideurs. Et c'est lui qui bénéficie des avantages. Enfin, le noyau dur de l'entreprise. Ah oui, ce sont eux. Dans chaque entreprise, il y a peut-être 4 ou 5 personnes qui ont de la parole. Ah oui. Ça peut être le grand patron lui-même, ça peut être le directeur des ressources humaines, ça peut être le chef du personnel, ça peut être le directeur de la production, ainsi de suite. Et elles sont gourmandes à un niveau où elles chapeautent tout. Ah bon? Pour être sûr qu'il n'y ait pas d'avis contradictoire. Mais tu décris quelque chose de vécu là. Est-ce que tu nous montres? Merci Joseph Zambo. C'est vrai que j'ai travaillé dans une entreprise, mais j'avais quand même aimé ce chef d'entreprise, qui était harcelé par les filles de l'entreprise, les femmes de l'entreprise. Elles connaissaient que le patron venait habituellement au travail vers 9h30. Et vers 9h30, elle s'arrangeait à venir tourner au niveau du portail. Elle s'arrangeait à venir tourner au niveau du portail avec des habits un peu osés. Et ça mettait déjà du temps. Un jour, lors d'une réunion, le patron a dit, je commence à en avoir marre. Le jour où je vais encore venir ici au travail, je trouve une femme à côté du portail. Je la licencie. Oui. Et j'étais content. Les femmes avaient honte. Enfin, celles qui le faisaient. Ibrahim, au-delà du harcèlement sexuel en entreprise, nous avons dans les autres formes de harcèlement que vous avez si brillamment énumérées tout à l'heure. Nous évoluons dans le débat. Comment faire lorsque vous êtes face à un harcèlement en entreprise? Comment faire pour le gérer? Comment faire pour se tirer d'affaire? D'accord. Enfin, ici, avant de répondre à cette question-là, j'aimerais apporter un petit éclairci sur la définition du harcèlement sexuel. Ce sont des avances non désirées. Lorsqu'une jeune femme va
vous savez, le mot sexy, là, je vous encourage à aller le consulter dans le petit Robert. Sexy veut dire objet de sexe. C'est-à-dire qu'une femme se met sexy dans l'intention de réveiller les pulsions sexuelles du sexe opposé. Pas toujours opposé. Moi, je ne suis pas encore là-bas, Bléro. Laissons là un peu dans la norme. Dans le but de réveiller les pulsions sexuelles. Ce qui fait donc que si la dame, moi je vais avoir un conseil au PDG, au chef d'entreprise, tu te rends compte qu'il y a quelqu'un qui veut réveiller tes sens, il faut t'en séparer. C'est facile d'avoir les employés, mon frère. Non, je t'assure qu'il faut t'en séparer. Il y a une chose qui est très dangereuse. C'est pas facile, n'est-ce pas? Imagine-toi une qui prend des photos comme ça avec des scènes et l'envoie à ta femme. Et détruit ta famille. Le coût de ça, c'est beaucoup plus coûteux que le fait d'avoir licencié une collaboratrice qui vient réveiller tes sens. Donc, je ne crois pas que les jeunes filles qui sont venues sexy ont été harcelées. C'est eux qui ont réveillé les sens de monsieur le directeur. Et monsieur le directeur n'a pas su résister. Il n'a pas su se maîtriser pour dire « je ne vais pas dans ce sens-là ». Donc dans ce cas de figure-là, où vous partez réveiller les sens, les jeunes sœurs là, on ne vous a pas harcelé. Vous êtes partis demander quelque chose. Et le monsieur a dit oui ou non. Ça c'est quelque chose qu'il faut que je précise. On parle de harcèlement lorsque c'est non désiré. Très bien. Maintenant, pour revenir à la question avec les autres formes de harcèlement parfois ici, je dirais que la première procédure, comme il a dit tout à l'heure, c'est de collecter les données. Et il y a plusieurs façons de collecter les données. Ceux qui commettent l'erreur parce que les plus intelligents n'envoient pas de message, ils ne font pas de voice, ils ne veulent pas laisser de traçabilité, qui prouvent qu'ils sont dans. Mais je vous assure que même ceux-là sont toujours piégeables. Ah oui. Lorsque c'est indésiré, c'est-à-dire que la personne ne le désire pas. Parfois ici, je peux arriver, là j'active l'audio de mon téléphone. Tu parles, je garde ta voix. La première étape, c'est que premièrement, on garde le calme. Vous donnez les stratégies. Non, il faut que ça s'arrête. Parfois ici, à cause du harcèlement, il y a des gens qui ont des problèmes mentaux. C'est-à-dire que quand elle réfléchit... Des problèmes mentaux. Oui, elle a des problèmes mentaux et même physiques. Elle parlait récemment des problèmes respiratoires, etc. Il y a des problèmes mentaux. Et elle n'arrive pas à bien réfléchir. Je te demande si ça passe bien là-bas. La productivité des entreprises diminue parce qu'on fait la promotion de ce genre de jeu en entreprise. Il faut s'en séparer. Donc, premièrement, quand vous êtes face à un harcèlement, vous gardez votre calme. Vous commencez à collecter les données. C'est-à-dire qu'une scène s'est produite, vous rentrez le jour, là, vous écrivez la date. Vous décrivez la scène avec tout ce qu'il a dit, comment il était revêtu. Vous marquez ça dans votre bloc-notes. Vous constituez la base de données. Ensuite, vous vous approchez d'un avocat spécialisé dans le harcèlement. De façon officieuse. Vous allez le voir, vous lui dites, voilà le cas de figure, voilà les éléments que j'ai. Est-ce que c'est suffisant pour que ma voix puisse se faire porter ou se faire entendre? Deuxièmement, quatrièmement, vous alertez votre chef hiérarchique pour leur dire qu'écoutez, il y a un problème, mais je ne me sens pas à l'aise dans cette société parce qu'il y a peut-être un tiers, un collègue, ou alors un autre là-bas qui est en train de me mettre mal. Parce qu'effectivement, nous avons seulement parlé du cas du harcèlement de patron à subalterne. Et il y a également sur le plan entre collaborateurs. C'est-à-dire, vous êtes tous, je prends un exemple, vous êtes tous des journalistes dans une entreprise. Et un simple journaliste harcèle une autre fille, une simple journaliste en entreprise. Oui. Nous avons également ce genre de cas. Donc, directement, elle notifie à sa hiérarchie pour que ce soit connu. Et elle essaye en entreprise, comme je le disais, d'établir une limite de coopération avec la personne en question, des barrières professionnelles, qui l'empêchent un certain nombre de choses. Si elle fait ça, eh ben, elle peut au moins croire qu'avec les éléments rassemblés, le calme qu'elle a gardé, parce qu'il y a des gens, tu les harcèles, ils te donnent une claque, ils vont aussi te dire que tu les as harcelés physiquement. Il peut aussi porter plainte. Il peut aussi porter plainte. Ibrahim, gardez nos microphones. J'ai un petit souci. Hein. Ouais. Je parle du cas du Cameroun. Peut-être quelqu'un trouvera que est-ce que cet argument est suffisant? C'est bien beau tous les conseils que vous êtes en train de donner là, mais comme nous sommes dans un contexte où le travail est rare, l'emploi est rare, vous allez même voir une femme qui subit le harcèlement en entreprise, elle va même peut-être se plaindre chez sa maman ou bien chez sa tante. Sa maman va dire, oh ma fille, on va alors faire comment? Toi tu sais que tu as fait 10 ans pour trouver un emploi, maintenant que tu as un emploi, est-ce que tu vas donc abandonner le travail rien que pour ça? Là, c'est ta maman qui dit rien que pour cela. Parfois ici, vous savez, la dignité humaine c'est quelque chose. La dignité humaine et après tu payes le loyer. Tu payes le loyer. Vous savez, on encaisse différemment.
on encaisse différemment. On a entamé cette émission avec quelqu'un qui a perdu sa femme en plein mariage la soirée. Les gens encaissent différemment. Vous lui avez posé la question, mais ça va prendre combien de temps? Et bien, il a dit peut-être pour certains c'est 10 ans, pour d'autres c'est 2 mois, peut-être un peu comme... Marcello? Non. Oui, et quelqu'un ne sait pas qui l'a dit. Et quelqu'un ça va prendre 5 ans. Il y a des femmes, je vous assure, vous touchez à sa nudité, vous récupérez son corps violemment, vous l'avez détruite. Vous l'avez détruite. Et elle ne fait plus confiance aux hommes. Les hommes deviennent des choses. Il y a un niveau de respect même que vous n'obtenez plus. Donc il faut parfois regarder la conséquence que ça va créer avant de dire on laisse ou on prend. Il y a des femmes fatales, oui, des panthères qui peuvent supporter ce genre de choses. Moi, si tu n'es pas panthère, de grâce, déclare ça. Merci, hein? Merci Ibrahim. Pierre Blériot, Niamek, nous sommes dans la rubrique qui consiste à voir comment gérer le harcèlement en entreprise, comment se tirer d'affaire, comment contourner même le harcèlement en entreprise. Non, moi je vais vous dire quelque chose de brutal. Il y a des entreprises libidineuses. Ah bon? Où le sexe est partagé à tous les niveaux. Comment ça? Donc vous êtes dans un cercle fermé. Vous partez vous plaindre chez le boss, lui-même vous harcèle. Donc, il te dit non, laisse celui-là. Viens plutôt chez moi. Il va te donner. Voilà. Quand je le dis, c'est pour dire quoi? C'est pour dire que lorsque le top management est objectif, le harcèlement sexuel ne prospère pas. Ouais. C'est-à-dire que vous n'avez même pas besoin d'avocat extérieur. Il suffit des grands boss lui-même gère. Voilà. Vous avez cité quelques postes clés. Il y a des postes où on ne devrait pas avoir des individus à la moralité douteuse. Oui. Par exemple, le directeur des ressources humaines. Ça doit être un homme très correct. Parce que c'est vers lui que tout le monde vient crier. Tout à fait. S'il devient aussi un bourreau, c'est dangereux. Il faut qu'il y ait dans ce genre de bouclier dans une bonne entreprise. Dans une entreprise qui veut durer, j'ai entendu... Non. Si dans ma structure, vous venez mal habillé, même là où je suis seulement chef, même là où je ne suis pas chef, même ici à Info TV, j'ai demandé à certains journalistes d'aller bien s'habiller. Ouais, j'étais là. Moi, je suis comme... Donc, je vous dis directement que votre habillement n'est pas conforme à l'habillement professionnel. J'ai eu une technicienne de surface, une ménagère, qui venait avec des trucs tout petits là. Bon, c'est vrai déjà que... Bon, elle est bon Blériot pour le régal des yeux. Non, c'est le régal des yeux à voir ici. Déjà, c'était pas beau à voir et donc tout ça. Oh bon, si c'était beau à voir. Non, j'allais faire la même chose. Je lui ai dit que ici, quand on vient travailler, on s'habille normalement. On n'est pas à l'hôtel de ville. Il n'y a pas que moi dans la maison, il y a d'autres. Non, c'est pas un drôme. Donc, tu vas t'habiller. Et j'ai souvent fait rentrer des gens comme ça. Vous savez, quand j'étais dans l'entreprise avec vous, j'ai fait rentrer des cadres d'entreprise femmes qui étaient venus mal habillés. Tout à fait. Je vous demandais de retourner à la maison vous habiller. Merci. Donc, il faut que il y a un habillement décent pour l'entreprise. Dans une entreprise où on laisse, et votre patron, l'un de vos patrons dont vous parliez, qui disait que non, s'il trouve encore, c'est de la comédie, puisque c'est vous-même qui installez. Comment ça? Oui, bien sûr. Vous installez le système qui permet qu'on vienne vous attendre à la porte, et quand vous êtes un peu épuisé, ah bon? Vous n'êtes pas sérieux, Blériot. Vous commencez à condamner un système que vous avez créé, parce que si vous ne répondiez pas favorablement à ce genre de choses. J'ai été dans le corps enseignant. Oui. Je vous assure, c'est l'un des corps qui manifeste de façon très ambiguë le harcèlement. J'ai vu, le professeur Emmanuel Pondi a sorti un ouvrage où il a démontré que les étudiants ne pouvaient pas harceler les enseignants. Modestement, le professeur s'est trompé. Ah, ça? Parce que lui, il est quelqu'un de très moralement constitué. Les étudiants sont vicieuses. Celles-ci sont capables de monter des stratagèmes qui vous obligent soit à aller avec elles, soit à avoir des problèmes de carrière. Moi, j'ai vu des filles, vous êtes son directeur de mémoire. Elle sait qu'elle ne peut rien écrire. Ouais. Elle crée des situations dans lesquelles elle vous plonge. Par la suite, vous êtes pris à l'étau. Vous devenez donc son esclave. Parfois, c'est vous qui commencez. Vous êtes obligé d'écrire son mémoire parce qu'elle vous a déjà piégé. Et elle vous tient. Et elle vous tient.
Donc, c'est des... Il faut si tu n'écris pas mon mémoire, je mets tout dehors. Elle te demande, je soutiens quand? Je soutiens. Tu as fini la rédaction. Merci Blériot. Alors, Kevin, si jamais vous êtes face à un harceleur en milieu professionnel, comment vous comporterez? Parfait, je pense que je vais d'abord essayer de parler à la personne. Et chercher à convaincre la personne de changer. Lui dire que... En fait, tu fais comprendre à la personne que tu n'es pas intéressé parce qu'il te propose. Et lui, s'il insiste. Maintenant, il va insister. S'il insiste maintenant, si tu te sens très en danger, si tu vois que ça ne va pas, tu essayes de partir voir la hiérarchie. Et si c'est lui-même la hiérarchie? Et si c'est lui-même la hiérarchie? Là, ça devient encore plus compliqué. Si la hiérarchie, c'est lui. Ça devient encore plus compliqué. Et tu dis, je suis l'alpha et l'oméga ici. Si c'est lui la hiérarchie. Mais non, là, c'est très simple. Tu démissionnes. Non, comment? Tu ne peux pas perdre ton travail pour ça. Pour ça, vous négligez. Tu ne peux pas perdre ton travail quand même pour ça. Il y a d'autres méthodes. Lesquelles? Il y a d'autres méthodes. Tu peux peut-être porter plainte. Tu vas te faire il n'a pas le droit de t'enlever. Tu veux jouer à toi-même. Qu'est-ce que tu voulais dire clairement? Tu ne vas pas perdre ton travail pour ça. Tu vas donc donner ça. Tu ne donnes pas ça. Tu ne peux pas donner ça. Ah, d'accord. Entre-temps, quand même, bon, lisons quelques messages. Kevin dit qu'on ne peut pas quand même perdre son travail pour ça. Voilà, donc on comprend ce que Kevin veut dire entre les lignes. Alors, bonjour, monsieur Aïssi, parfait. Comment allez-vous? Vous voyez alors, on vous dit que les gens souffrent d'harcèlement en entreprise. Toi, tu te soucies de mon état de santé. Je suis chef de l'État. Non, tu as dit que tu prenais les pas bien tout à l'heure. Eh bien, il n'a donc plus besoin de me poser cette question. Alors, que dit cet autre texte? Oh, il a trop écrit, hein. Bonjour le plateau. Faire face à du harcèlement en milieu professionnel peut être difficile, mais il y a des étapes importantes que vous pouvez suivre pour vous protéger et résoudre la situation. 1. Documenter les incidents. Noter tous les détails, date, heure, lieu, témoin, contenu des échanges. Donc, comme le disait tout à l'heure Ibrahim, et maintenant je saute, il va au numéro 2, connaître vos droits, informer vous sur les politiques anti-harcèlement de votre entreprise et sur les lois locales et nationales. Le Code du travail au Cameroun, par exemple, offre une protection contre le harcèlement moral et sexuel. 3. Parler à la personne concernée, si possible, comme l'a dit tout à l'heure Kevin. Si vous vous sentez à l'aise, essayez de parler à la personne responsable du harcèlement et exprimer calmement comment son comportement vous affecte. Il est possible que la personne ne se rende pas compte de l'impact de ses actions. 4. Alerter les ressources humaines. Si le harcèlement persiste ou si vous n'êtes pas à l'aise pour aborder directement la personne concernée, contactez les ressources humaines. Expliquez les faits de manière claire et concise. 5. Consultez un représentant du personnel ou un syndicat. Si vous êtes membre d'un syndicat, demandez conseil. Les représentants du personnel peuvent souvent fournir un soutien à une aide précieuse pour traiter ce type de situation. 6. Cherchez un soutien extérieur. Parfois, parlez à un conseiller, un thérapeute ou un avocat pour vous aider à gérer le stress et à savoir comment agir. En France, il existe aussi des associations spécialisées dans le soutien aux victimes de harcèlement. 7. Escalader la situation si nécessaire. Si les actions internes ne suffisent pas, envisager de signaler le harcèlement auprès de l'inspection du travail ou même de déposer une plainte officielle si le harcèlement est grave. Le plus important est de ne pas rester isolé et de chercher de l'aide dès que possible. La lutte contre le harcèlement nécessite souvent un soutien collectif et des actions méthodiques pour être efficace. C'est Tony de Monaco qui envoie ce message. Très bon message, hein? Très bon message qui retrouve ce que nous avons dit ici pour l'essentiel. Merci, hein, Tony de Monaco. Ça a été très édifiant. Il ne me reste qu'à dire merci à tout notre panel. Merci à Joseph Zambo. Merci à Julien Ibrahim. Merci à Pierre Blériot. Merci à Kevin qui était là pour la toute première fois. Hein. Kevin, on vous dit spécialement merci. Revenez-nous
quand vous pouvez. Faites un effort d'éviter le harcèlement. La rediffusion de ce programme, c'est tous les soirs à partir de 22h30. Une question avec tout ceci. Que faites-vous?